On va passer à une troisième partie maintenant. On va commencer à arriver à des joueurs avec beaucoup plus de temps de jeu. On va parler de Norman Powell. Norman Powell, moi je lui ai mis 12, Max tu lui as mis 16, Alex tu lui as mis 14 et Victor tu lui as mis 15. Je vais commencer, j'ai peut-être été un peu sévère, mais j'en attendais beaucoup plus de Powell. Après son titre de joueur de la semaine, il était vraiment exceptionnel et peut-être que j'étais un peu trop resté là-dessus et j'en attendais beaucoup de lui et malheureusement pour moi il n'a pas répondu aux attentes. C'est compliqué. C'est compliqué pour Powell, pour moi, parce que vraiment là, la saison qui va venir, je pense, va être vraiment importante pour lui, parce que la franchise va devoir faire des choix dans qui elle prolonge et combien elle donne. Et on va en parler après, mais on a OG Anunoby qui a vraiment montré qu'il était l'avenir et qu'il est indispensable à l'équipe. Et Powell, je serais même pas surpris qu'il soit tradé cette saison. Franchement, je ne serais pas surpris. Alex, tu lui as mis 14. Dis-moi un peu ton avis sur cette bulle de Norman Powell. En fait, Norman Powell, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit. Je ne sais pas si c'était sur le premier conseil ou dans un autre épisode de Dino Talk, mais il me semble qu'une chose que j'avais dite sur sa carrière, c'est qu'on a l'impression que c'est tous les ans la même chose. C'est-à-dire que ça monte en rythme tout doucement, ça devient très bon. Il y a une grosse blessure qui le met vraiment en rythme et qui l'empêche de poursuivre sur sa lancée. Et derrière, c'est que les montagnes russes, en fait. Et là, cette année, on a eu encore droit à des blessures, on a eu encore droit à des très bons moments, comme son passage de joueur de la semaine. Et puis, encore une coupure, mais cette fois pas pour blessure, c'est le Covid qui coupe tout et qui fait que la saison s'arrête et coupe le rythme de Norman Powell. C'est très rageant parce que on sent que ce gars est capable de peser et d'apporter, en tout cas en sortie de banc. Donc en fait, on est plus sur de la frustration de se dire quand est-ce qu'il va faire une vraie saison complète, quoi, sans souci, juste à jouer son jeu et on aimerait bien voir ça, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Victor, ton avis? Je vous rejoins de toute façon sur pratiquement tout ce qui a été dit. Voilà, malheureusement, une blessure un peu bête qui fait mal à sa saison. Je l'ai noté 15 parce que voilà, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup s'il a pas une blessure qui vient l'handicaper. J'ai eu l'impression que cette saison, il était vraiment sur la réserve par peur de se blesser. Finalement, la blessure, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc là, déçu que malheureusement ça soit arrivé. Je te rejoins aussi sur le fait que je ne douterais pas qu'il soit possiblement tradé cette saison. Ça reste un joueur avec des qualités, beaucoup de qualités, et qui peut peser très lourd dans un trade. Donc voilà, on arrive sur une saison de transition, mais une saison de transition plus que charnière, parce que dès la saison prochaine, on peut redevenir extrêmement compétitif, voire viser le titre. Donc une saison de transition, je suis pas forcément d'accord sur le terme, mais Powell pourrait être un des points d'orgue de cette fameuse saison de transition. Max, tu as été généreux avec Powell, tu lui as mis 16. Je lui ai mis la même note que la première fois, tout simplement parce que Powell est capable de fulgurance, capable d'être un homme très important sur le terrain pour les Raptors. Quand il prend feu, il est inarrêtable. Il l'a pris quelques fois. Maintenant, c'est comme vous l'avez tous dit, on va être dans une saison charnière pour lui. Et là, on l'a pas mentionné. On va voir ce qui va se passer aussi avec Fred VanVleet, qui joue au même poste que lui, qui joue au même endroit sur le terrain, parce que pour le moment, est-ce que on sait pas trop si il doit être dans le 5, s'il doit être en sortie de banc, il y en a, et peut-être que même lui-même il ne le sait pas, et que peut-être que soit le départ de Fred VanVleet lui ferait du bien, ou si Fred VanVleet reste, ben ce serait un aveu que Powell s'en ira sans doute. Très bien. On va passer à un cas assez épineux. On va parler de Marc Gasol. Marc Gasol, je lui ai mis 8. Max, tu lui as mis 9. Alex 9 et Victor 10. J'ai envie de commencer sur Marc Gasol. Moi, c'est vraiment ma grosse déception. Mais en fait, c'est pas du fait que... Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas du fait forcément de son niveau qui au final a été à peu près le même toute la saison. Mais c'est en fait que quand les joueurs sont arrivés dans la bulle, on nous a annoncé monts et merveilles de Marc Gasol. J'ai entendu Prime Gasol is back, il avait perdu du poids. Et en fait, je crois que j'ai eu beaucoup trop d'attentes placées en lui. Et au final, il a jamais eu l'impact. Il a jamais eu l'impact. Même dans les matchs de classement, il n'a pas eu l'impact qu'on aurait pu espérer. Et j'ai même eu l'impression, je sais pas vous, mais que ce poids, il l'a repris au fil de la compétition. J'ai l'impression qu'il n'est pas resté. Alors je sais pas si c'est du fait que comme ils étaient à l'hôtel, ils n'avaient pas forcément la main mise sur ce qu'ils mangeaient. C'était des repas entre guillemets imposés, même s'ils avaient du choix. Je sais pas à quoi c'est dû,
Mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'au fil de la compétition, Gasol a repris son poids et malheureusement, le duel face à Tays et face à Boston n'était pas du tout à son avantage, face à des intérieurs super vifs et qui ne jouait pas au poste, quoi que ce soit, là où Marc Gasol excelle en défense. Même en défense, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que son expérience n'a pas compensé ses problèmes physiques comme ça avait été le cas la saison dernière. Donc voilà, 8, une grosse déception, et on ne sait pas s'il sera là la saison prochaine. Il y a eu des rumeurs comme quoi il devait retourner en Espagne, mais ça a été coupé court par les journalistes locaux qui sont allés chercher des sources qui ont dit que rien n'avait été décidé. Donc on reste dans l'attente. Après, je serais peut-être pas forcément contre un Marc Gasol vraiment à un salaire assez bas, minimum vétéran, mais je serais quand même plus d'avis pour laisser la place à des Chris Boucher et compagnie. Après, je suis encore, je sais pas trop en fait avec Gasol. Quelle est un peu votre position? Qui c'est que je pourrais interroger? Victor, tu lui as mis 10, tu lui as mis la moyenne quand même. Oui, la moyenne, je pense que j'ai mis la moyenne pour une seule bonne raison, on va dire. C'est que grâce à son niveau plutôt cataclysmique, il a su mettre en avant Ibaka, tout simplement. C'est compliqué d'en parler. Alors oui, effectivement, l'expérience de Marc Gasol, on en parle souvent. On parle souvent de sa présence dans le vestiaire, mais je pense que ça a ses limites. Comme tu l'as dit, un minimum vétéran. Je pense que c'est ce qu'il faut lui donner. Cette saison, il était encore payé très très cher, mais bon, c'était sa dernière année de contrat. J'avouerai que je pense que, alors au début, nous sur Raptor France, on avait annoncé ciao Gasol avec un joli tweet de départ, parce que on pensait que quitter la NBA et partir en Espagne, c'était finalement le plan de carrière le plus logique. Voilà, visiblement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Je pense que la crise du coronavirus et la remontée des cas un peu partout dans le monde, ça a un peu chamboulé ses plans, mais je pense que c'est encore une option très 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 chaude côté Marc Gasol. Voilà, le retrouver pour qu'il continue à coacher un petit peu à coacher nos jeunes, ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Mais je pense que le minimum vétéran, c'est pas plus, pas moins. De toute façon, je pense que c'est nécessaire de trouver un juste milieu, que ce juste milieu est là. Mais bon, voilà, après j'ai pas grand chose à dire de plus. Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pareil que toi, en fait, c'est la déception. On a su que ça allait être compliqué dès le début de saison, parce que après avoir été champion NBA et puis champion du monde avec l'Espagne, on a senti qu'il y avait un gros coup de mou pour la reprise. On a cru que ça allait venir avec le temps, et puis finalement non. Puis il y a eu des blessures. Ça a été une saison vraiment très compliquée pour Marc Gasol. C'est pour ça aussi que quand les rumeurs sont sorties sur un éventuel retour en Espagne, pour ma part, j'ai trouvé ça plus que logique. D'ailleurs, à mon avis, c'est encore ce qui va se passer, même si effectivement pour l'instant rien n'est décidé et que vu la situation, c'est peut-être même compliqué à mettre en place, mais à mon avis, je pense qu'il serait pas illogique qu'il ait cette envie-là de retourner en Espagne. Donc voilà, mais malgré ça, il y a quand même eu un impact non négligeable. On sait que un des problèmes des Raptors dans le jeu, c'est l'organisation et la circulation et la création. Et avoir un Marc Gasol dans sa raquette, ça aide. Ça aide, sa vision de jeu, son expérience, sa façon de parler et de diriger ses coéquipiers, ça aide. Maintenant, oui, clairement, il faut un contrat nettement inférieur à ce qu'il touchait cette année. Très bien, on est tous d'accord, Max, pour conclure. Ouais, je vous rejoins dans tout ce qui a été dit. C'est pour ça que la note est aussi basse. Moi aussi, je m'attendais à mieux de lui après le changement physique. Et puis voilà. Allez, on va poursuivre avec l'une des belles surprises de la bulle. Je parle bien sûr de OG Anunoby. OG, je lui ai mis 17, tout comme Victor, et Max et Alex, vous lui avez mis 16. Qui veut commencer sur OG Anunoby? OG Anunoby toujours aussi séduit. Je pense que l'année dernière, il avait quand même... je parle sous ta validation. Je pense que l'année dernière, il a loupé tous les playoffs. Ouais. L'année du titre. Donc cette année, c'était vraiment ses premiers playoffs, on va dire, à haut niveau. Vraiment, où là, il y avait tout à donner, on va dire, dans une équipe où il avait vraiment une place beaucoup plus importante. Je ne prends pas vraiment ses premiers playoffs en compte, là où il avait subi un petit peu la loi des Cavs. Je pense qu'Anunoby, et puis son shoot face à Boston a prouvé qu'il était capable, on va dire, d'apporter offensivement, même si c'est un peu juste de juger que là-dessus. C'est un joueur qui me plaît beaucoup. Je pense que défensivement, vraiment, il incarne vraiment le futur des Raptors.
Je pense que si offensivement il commence à prendre du volume de jeu, je pense que ça peut devenir vraiment une arme très importante, un vrai lieutenant. Aujourd'hui, on peut l'utiliser vraiment comme un 3, comme un ailier très défensif. Et je pense qu'à mon avis, le jour où il sera agent libre, je pense que beaucoup d'équipes risquent de se l'arracher. Sachant qu'en plus, ça implique qu'on a eu assez bas. C'est pour ça que, de toute façon, on en reviendra. Je pense qu'on en reparlera sur les réseaux beaucoup lors de la draft. On a seulement le 29e choix du premier tour. Toutefois, il faut rappeler qu'Anunoby et Pascal Siakam ont été pics très bas, eux aussi. Et que pourtant, c'est deux énormes surprises dans cette draft, dont aussi deux joueurs non draftés. Je parle de Davis et de Van Vliet. Donc je pense que voilà, Anunoby très content de lui. Il a fait ce qu'il pouvait aussi. Hein, faut pas trop en demander. Faut pas non plus espérer qu'il craque tout. Il a fait que confirmer. Et je pense que chaque année, il prend plus de volume de jeu. Chaque année, il devient de mieux en mieux en fait finalement. Donc voilà, j'ai encore hâte de le revoir l'année prochaine. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, ça a été vraiment plus qu'une surprise. On sait que c'est déjà un défenseur d'élite, mais contrairement à d'autres joueurs de l'effectif qu'on va évoquer plus tard, lui, la coupure a été bénéfique pour lui offensivement. Il a travaillé son handle dès le départ, c'est ce qu'il a dit. Et surtout, il a vachement analysé à la vidéo tous les défauts dans son jeu. Et en fait, moi, surtout, ce qui m'a impressionné avec Anunoby, c'était ses choix. Il faisait toujours les bons choix. Alors qu'on savait avant, son problème, c'était il allait trop loin dans les pénétrations, déjà son handle n'était pas très bon, donc c'était pas forcément un joueur qui prenait le jeu à son compte, et c'est pas ce qu'on attendait de lui. Et là, pour moi, il a fait vraiment plus que ce qu'on attendait de lui, parce que honnêtement, si tu me demandais OG Anunoby début de saison, je te dirais c'est un 3&D. On va le laisser dans le coin, il va prendre ses tirs de loin, il va défendre dur, et c'est tout ce qu'on attendait de lui. Mais là, vraiment, dans cette bulle, il est allé au-delà de ça, et c'est pour ça que je lui ai mis 17. J'aurais même pu lui mettre plus, parce que honnêtement, OG Anunoby, il est allé au-delà des attentes. Il est allé au-delà des attentes, comme tu le dis, défensivement. Offensivement, il y a eu quelques beaux gestes. Maintenant, voilà, on verra cette saison s'il est capable encore de step up d'un niveau offensivement, s'il aura travaillé pendant cette intersaison et si on peut compter sur lui, comme vous l'avez dit, en lieutenant ou en joueur quand même assez important d'une franchise. Donc, mais cette saison, normalement, il devrait encore passer d'un palier. Parfait. Et Alex, pour conclure sur OG? Pas grand-chose d'autre à ajouter. Hein. Il suit la trajectoire de ses aînés, Fred VanVleet et Pascal Siakam, ou draftés très bas, ou non draftés, et qui finissent par montrer qu'ils ont du potentiel et capables de bien progresser. J'ai également pas peur de le dire, on sent que ce mec a bossé avec Kawhi Leonard pendant un an. Pour moi, le parallèle, il est faisable déjà aujourd'hui. Alors, effectivement, bien sûr, Anunoby n'est pas aujourd'hui l'arme offensive qu'est Kawhi, hein, ni défensive d'ailleurs. Mais il y a de gros parallèles à faire. Il a été capable de sortir de grosses défenses en 1 contre 1. Il est capable de progresser encore offensivement. Il l'a déjà fait. Donc, non, vraiment très satisfait de la saison d'OG. Très bien, on va passer à une autre satisfaction, je pense, pour tous, et on va parler un peu de sa free agency aussi. On va parler bien sûr de Serge Ibaka. Moi, je lui ai mis 15. Je suis un peu en dessous de vous, en fait. Je lui ai mis 15, Max, tu l'as mis 18. Alex, 17, Victor, 17. Je parlerai en dernier, je vous dirai un peu pourquoi je suis en dessous de vous, à mon sens. Max, t'as mis 18, est-ce que tu veux commencer? Il porte bien son nom. Pour moi, c'est le chef de l'équipe. Il a bien réussi à faire une bulle assez incroyable. Tout le monde a dit la priorité à la free agency des Raptors, c'est re-signer Ibaka. Et même si Van Vliet a fait, on va en revenir juste après, une saison correcte, Ibaka, c'est une des saisons les plus satisfaisantes de sa carrière. Il l'a dit qu'au niveau ambiance, au niveau de se sentir dans la ville et dans l'équipe, il était au summum. Il s'était jamais senti aussi bien, donc ça ne peut que nous encourager pour la suite. En fait, Ibaka fait partie de ces joueurs qui aiment être à Toronto et ça se sent sur le terrain. Il y a une énergie assez folle dans le jeu de Serge Ibaka et ça s'est senti dans chacun de ses matchs, notamment sur cette bulle où il a été vraiment très performant.
est très très important dans le jeu de Toronto. Donc non, enfin rien à dire. Probablement le 6e homme de Toronto cette année. Donc très bonne saison et on espère le revoir la saison qui arrive. Victor, avant que je conclue. On espère revoir Serge Ibaka l'année prochaine sous nos couleurs. Voilà, un joueur qui aime être à Toronto, un joueur que l'on aime voir à Toronto. Donc je pense que c'est réciproque et que je pense que le front office fera le nécessaire pour le garder sous nos couleurs encore un an. Je pense qu'il a tout à apporter encore. Il a pris vraiment une nouvelle dimension. Comment dire ? Voilà, il a pris une dimension encore supérieure. Et je pense que tout ça, ça ne fait que confirmer on va dire l'élan qu'il a pris et la volonté qu'il a de peser et de s'imposer chez les Raptors. Après, à voir si c'est sur la longue durée ou c'est pas de la pointe, mais presque avec nous. J'espère qu'on va le voir encore quelques années à son meilleur niveau et à Toronto. Très bien. En fait, moi, si j'ai mis 15, c'est pas par rapport à son niveau, c'est que pour moi, en fait, il a été sous-utilisé pendant ces playoffs. Je pense que Nick Nurse, il a remporté le match 6 en jouant small ball. Et en fait, dans le match 7, pour moi, c'est une erreur d'avoir complètement zappé Serge Ibaka parce qu'il avait gagné avec ce small ball dans le match 6. En fait, si je lui mets que 15, c'est juste parce qu'il aurait dû avoir de meilleures performances, mais c'est pas sa faute forcément. C'est juste pour ça. Pour revenir à Ibaka, pour moi, tout simplement, la saison prochaine, il faut lui donner le poste de titulaire. Il doit avoir un temps de jeu de 35 minutes, comme tous les autres titulaires. Et là, on va voir vraiment ce dont Serge Ibaka est capable. Comme tu disais, Victor, pour l'instant, je pense, l'info qu'on peut donner sur la free agency, c'est que les Raptors devraient lui proposer 1 an, mais avec un très très gros contrat. Comme ils ont fait la prolongation de Laurie sur 1 an, ils vont lui donner un gros contrat sur 1 an. Après, à voir si Ibaka souhaite avoir un contrat plus long et partir ailleurs en gagnant moins sur la première saison, bien sûr. C'est vraiment ça qui va jouer. Moi, personnellement, je suis optimiste parce que, comme vous l'avez dit, Serge Ibaka, il aime cette ville. Il a plusieurs business qu'il a démarré dans cette ville. J'ai encore vu dernièrement qu'il lance une ligne de vêtements avec la marque Nobis, qui est une marque canadienne. Il vient de lancer les campagnes de pub dans Toronto. Donc, ce qui me fait dire que je le vois pas lancer sa campagne de pub et se casser. Bon, on verra, hein, peut-être que ce sera pas le cas. Il peut gérer ce business à distance. Mais honnêtement, je le vois rester. Je vois les Raptors lui proposer une grosse saison et lui dire, écoute, après en 2021, on voit ce qu'il en est. Mais si tu nous montres pendant 1 an que tu gères le poste de titulaire au poste de pivot, que tu as mérité, après on verra ce qu'on fait avec toi. Mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il reste. Après, à voir, hein, parce que le problème, c'est qu'avec la crise du Covid, on ne sait pas trop si les joueurs vont pas choisir des contrats plus longs pour assurer leurs arrières, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais voilà un peu ce que je pense sur Serge Ibaka. Il y a de grandes chances qu'il reste, honnêtement, mais il pourrait aller prendre un contrat plus long ailleurs, chez un contender. En tout cas, je le vois pas aller. C'est pas le genre de joueur qui va partir dans une petite équipe pour faire des stats et pour avoir un gros temps de jeu. Il a démontré cette saison que c'était un joueur d'équipe et qu'il acceptait son rôle, peu importe le rôle qu'on lui donne. Mais je pense que c'est le moment de lui dire, OK, on te donne 20 millions ou plus, tu seras titulaire cette année, montre-nous que tu es capable d'assurer à ce poste-là. Et après, l'année prochaine, on peut te proposer plus, sur plus long terme en tout cas. Voilà mon avis. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est pas du tout ce qui va se passer? Dites-moi un peu. Moi, je préférerais qu'il signe 2 ou 3 ans à 18, 19, 20 millions par saison. 20 millions, de toute façon, Gasol était déjà supérieur à 20 millions et lui, il était aux alentours de 18, 19, si je m'abuse. Donc, c'est pas une grosse augmentation, mais il garderait un salaire quand même conséquent. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il reste, pour qu'il passe titulaire dans l'équipe. Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Pour moi, Ibaka doit être le pivot titulaire des Raptors l'année prochaine. À voir ce qui va se passer, bien sûr, dans les semaines à venir. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est lui ou Gasol ou Chris Boucher dans l'hypothèse où les deux restent. Donc, pour moi, la meilleure solution reste Serge Ibaka en tant que titulaire.
Après, pour le type de contrat et le montant qu'il pourrait accepter ou que les Raptors pourraient lui proposer, là, j'avoue ne pas avoir vraiment d'avis tranché, si ce n'est peut-être que un contrat sur 1 an, ça veut dire qu'il y aura encore des négociations à mener l'année prochaine, dans une année où on sait très bien que tout le monde va viser un certain grec. Je suis pas certain que ce soit la meilleure option de se rajouter du boulot sur l'été prochain. Ça se tient, Victor, ton avis là-dessus? Je sais pas, je vous suis. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est compliqué de devoir rajouter quelque chose sur ce que vous avez pu dire. Non, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble avec ce qui a été dit, surtout avec toi, Mike. Voilà, je pense que voilà, y a rien à rajouter. On va enchaîner sur l'autre dossier de la Free Agency. On va parler bien sûr de Fred VanVleet. Fred VanVleet, je lui ai mis 15. En fait, on lui a tous mis 15. Alors, un peu votre bilan de la saison de Fred VanVleet. Est-ce que vous en attendiez plus sur les playoffs? Quel est un peu votre sentiment? On va commencer avec toi, Victor. Oui, 15, parce que oui, effectivement, je reste content. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué de juger un Fred VanVleet, malgré les défauts qu'il a. Alors, on est bien content de l'avoir dans son équipe. Je pense qu'encore une fois, malheureusement, on a payé cette année le fait de ne pas avoir de star dans cette équipe. Pas en tout cas de véritables stars identifiées. Voilà, c'est toujours compliqué pour une équipe d'un coup, après avoir eu autant d'importance, avoir eu autant de projections sur eux pendant une saison avec Leonard et Green qui s'en vont d'un coup, faut réajuster. Alors ils sont passés une saison où ils étaient des lieutenants de luxe, avec des responsabilités différentes. Là, ils se retrouvent avec beaucoup de responsabilités. Je pense à Siakam aussi à Lowry. C'est compliqué de s'ajuster. Moi, je lui ai mis 15 parce que c'est sûr que je pense qu'il y a trop de choses qui vont dans le sens du circonstances atténuantes. Donc voilà, je reste content d'un Fred VanVleet qui continue de prouver des choses. Moi, je pense que là, sa free agency, il va falloir quand même qu'il nous montre qu'il a envie de rester à Toronto. Je pense que c'est quelqu'un qui peut rester à Toronto après avoir ce qu'il dit. Effectivement, dans un podcast, il a expliqué qu'il voulait le maximum d'argent possible. Je pense qu'aussi, Fred VanVleet n'est pas quelqu'un de bête et de méchant. Je pense que si on lui explique gentiment que Toronto, là, il y a une saison où ça va être vraiment un petit peu le couteau entre les dents, encore une fois, une saison en mode underdog. Par contre, l'année prochaine, il n'y a pas des garanties, mais il y a une vraie volonté d'être de véritable contender pour le titre. VanVleet, s'il peut prendre 1 ou 2 millions de moins chez les Raptors pour le même nombre d'années, mais avec un projet peut-être plus sain, parce qu'on sait très bien que les équipes qui ont du cap cette année, c'est pas forcément les équipes qui ont l'avenir devant eux, oui, mais qui n'ont pas forcément la volonté de gagner tout de suite, ou en tout cas qui auront peut-être moins de résultats que les Raptors dans les prochaines années. Voilà, il est champion maintenant, il a rempli la grosse case qu'il faut quand on est joueur NBA. Maintenant, à voir si ça vaut le coup d'aller pour 2 ou 3 millions de plus chez les Knicks. Je doute que Fred VanVleet soit, bête à manger du foin à ce point-là, à aller chez les Knicks pour quelques millions de plus, mais par contre galérer pendant une saison à se prendre des roustes tous les 2 jours. Alors je vais revenir tout de suite sur cette interview parce qu'en fait, les médias français ou certains médias américains aussi ont complètement sorti les propos de Fred VanVleet de leur contexte ou ont juste pris des parties de ce qu'il a dit. Déjà, il a ouvert l'interview avec JJ Redick en disant qu'il a toujours joué dans des équipes de winning team, des équipes qui gagnaient, et qu'il ne se voyait pas signer dans une losing team. Donc déjà, d'ores et déjà, ça écarte toutes les équipes comme New York, Détroit, toutes ces équipes-là qui n'ont pas de saison victorieuse à lui offrir, déjà d'une. Et de deux, ensuite, il a parlé de qui prendrait le maximum. Ça, c'est sûr. De toute façon, il va pas dire l'inverse. Il l'a toujours dit depuis qu'il est à Toronto, qu'il veut être payé ce qu'il vaut. Et il a une haute opinion de lui, comme tous les joueurs de basket. Donc, c'est assez logique qu'il dise ça. Et ensuite, par rapport à son rôle, parce que beaucoup ont dit, oui, il va être le patron d'une équipe, il va pas rester à Toronto. Il faut savoir que dans cette même interview, il a dit, je serai prêt à partager avec Kyle et Pascal, je n'ai pas un si gros ego que ça. Donc voilà, je tenais un peu à remettre ça dans le contexte parce que je trouve que ça a été quand même un peu sorti de ce contexte par certains médias. Donc voilà, l'analyse que j'ai de sa sortie médiatique, c'est tout simplement pour dire aux Raptors,
les gars, moi je veux rester chez vous, mais il va falloir me payer, c'est tout. C'est juste pour dire, je ne prendrai pas un salaire au rabais. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il va demander une somme qui ne sera pas en adéquation avec son niveau, mais pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, ça montre pas que Van Vliet ne veut pas rester aux Raptors, en fait. C'est juste ça. Ensuite, pour revenir sur sa saison, je suis assez d'accord avec toi, Victor. En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais laisser la parole à Alex et Max s'ils ont quelque chose à ajouter pour plus analyser sa saison. Sa saison est correcte. Il montre qu'il peut être une solution d'avenir dans la franchise, mais clairement, par rapport à ce qu'il a dit, à ce que tu viens de réexpliquer, et par rapport à ce qu'on a analysé cette saison, il est clairement pas prêt à être le patron d'une équipe, même si c'est une losing team comme tu t'as dit. Moi, je le vois vraiment pas être le leader d'une franchise, même peut-être dans l'avenir, mais même dans l'avenir, j'y crois pas trop. Je pense que ça reste un bon deuxième ou troisième joueur, mais pas un franchise player. Il n'a pas l'attitude, ni même l'aura que peut dégager un franchise player. Et il sera toujours un très très bon deuxième ou troisième joueur, mais sa saison, elle correspond à ça. Voilà, sans plus. Premièrement, pour rebondir un peu et clore la parenthèse sur ce passage dans le podcast de JJ Redick, faut pas non plus oublier que Redick lui tend bien la perche, à parler du montant qu'il espère, etc. Et le fait qu'il a prouvé qu'il est champion, etc. Donc bref, faut pas non plus mettre toute la faute sur Van Vliet. Ensuite, évidemment, si Toronto vient le voir en lui disant on te propose 22 millions par an, jamais il va dire non les gars arrêtez, j'en veux que 18. Évidemment, aucun joueur de basket ne ferait ce genre de choses. Sauf Kevin Durant. Et donc c'est normal. Maintenant, quand il parle d'avoir des responsabilités, il en a à Toronto déjà. Maintenant qu'il en veuille plus, au contraire, c'est une bonne chose évidemment. Il montre qu'il en veut et c'est tout ce qu'on attend de nos joueurs. Ensuite, sur sa saison, il a prouvé qu'il méritait. Maintenant, à tous ceux qui s'attendaient à ce qu'il joue au niveau qu'il a eu pendant les finales, les gars, faut peut-être pas exagérer. On sait qu'il a été très très bon, mais ça se joue sur une série et puis quand on est en feu, on est en feu, mais ça peut pas durer pendant toute une année, ça c'est évident. Il a pas eu de nouvel enfant en plus. Ça commence à être compliqué s'il faut qu'il en fasse un tous les ans. Mais voilà, il a mérité le contrat qu'il aura cette année, je pense, parce que je vois pas Toronto ou une autre équipe se mettre des sommes absolument énorme sur Fred VanVleet au point qu'on soit sur un running gag de joueurs surpayés. Donc non, il a mérité, il a montré qu'il était important à Toronto et Toronto le lui rendra, je suis sûr, durant cette free agency. Très bonne conclusion de ta part, Alex. On va enchaîner, il nous reste plus que 2 joueurs. Et on va laisser Pascal Siakam pour la fin, c'est le cas forcément le plus épineux. On va parler de Kyle Lowry. Je vais laisser la parole à Max pour commencer. Kyle Lowry, on lui a tous mis 17, sauf Max qui a mis 18. Max, ton avis sur la saison de Kyle Lowry, sur cette bulle de Kyle Lowry? Le roi du Nord, le king de l'équipe, le capitaine, l'image de la franchise. Voilà, donc il a porté ce qu'il a dans son froc, comme j'ai envie de dire, pendant cette bulle. Et il a montré qu'il était bien un joueur important à Toronto, qu'il était bien, qu'il valait un All-Star, qu'il a fait une super saison. Donc voilà, moi j'attends maintenant de lui qu'il fasse encore une belle saison ici et puis qu'il prenne un petit contrat et qui termine sa carrière aux Raptors et tout sera réussi. Parfait, Victor, est-ce que tu as plus à dire sur Kyle Lowry? Non, voilà, c'est le patron. Cette saison, il a montré que encore beaucoup pouvaient avoir envie d'avoir ce joueur dans leur effectif. Je pense qu'on n'aurait pas assez de 2 mains pour compter le nombre d'équipes qui voudraient monter un trade pour récupérer un vétéran de cette qualité. Ça fait des années qu'on continue à croire
dans ce joueur. Ça fait des années qu'on dit qu'il a le niveau All-Star et que ça reste un patron défensif et offensif, qu'il peut être capable de nous sortir des mixtapes totales et qu'il reste meilleur que Kyrie Irving. Voilà, c'est un peu la pique, hein, évidemment. Moi, je considère qu'on peut pas comparer Irving et Kyle Lowry, ne serait-ce que par la différence de leur profil, mais c'est plus pour l'amusement. Voilà, je pense que c'est compliqué de dire autre chose. Voilà, je lui ai mis 17 parce que voilà, ils ont 3 points qui s'envolent dans 2-3 choses par-ci par-là parce qu'on peut jamais avoir la note maximale. Je pense que c'est la meilleure note que j'ai donnée avec OG Anunoby sur cette saison des Raptors. Voilà, je peux pas dire plus que ça. Alex, un petit truc à ajouter sur notre capitaine? Juste un membre incontournable et insupprimable. Enfin, il y a tous les adjectifs peuvent fonctionner, même ceux qu'on invente, pour qualifier Kyle Lowry. Il y a juste, quand il a signé sa prolongation d'1 an de contrat, les premiers articles qui sont sortis, c'était attention, peut-être une signature pour être mieux tradé plus tard. Non, a priori, il est là pour durer et on sent que quoi qu'il arrive, ce gars à Toronto tatoué sur le cœur. C'est autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il est très très important et très très impliqué dans la vie de son équipe et de ses concitoyens et c'est beau à voir. Ouais, c'est parfait. J'ai rien à rajouter sur Kyle Lowry. J'ai mis 17. Je crois que c'est ma meilleure note aussi avec OG. Moi, je suis comme Victor. C'est ma meilleure note avec OG. Bon, on va passer maintenant au dernier cas, celui qui va faire le plus parler à mon avis. Pascal Siakam, on lui a tous mis 14, sauf Max qui a mis 12. Max, je te laisse la parole pour commencer sur le cas Pascal. Je peux être très généreux quand je suis très content et je peux être moins généreux quand je le suis pas. Donc, j'étais pas content de la bulle de Siakam. Il a jamais réussi à retrouver son niveau qui était le sien avant la bulle. Il a forcé des tirs à 3 points, des tirs dans le corner, des pénétrations. Il a beaucoup forcé quand ça rentrait pas pour espérer que ça rentre et c'est jamais rentré. Donc voilà, moi j'étais pas content. Je peux pas être satisfait de ses performances cette saison, surtout dans les moments qui ont compté et qui étaient décisifs. Donc, tout simplement, le résumé du 12. On est tous d'accord déjà pour dire que sa bulle a été très très compliquée dans tous les sens du terme et dans tous les aspects du jeu. Maintenant, il y a quand même de grosses circonstances atténuantes, notamment le contexte. Et le fait que ce soit sa première saison en tant que franchise player, première option offensive et avec de grosses responsabilités. On sait aussi que son nouveau contrat débute la saison prochaine, donc celle qui arrive là dans quelques semaines. Donc c'est des choses qu'il faut avaler, qu'il faut assimiler pour un joueur et je pense qu'on peut se permettre de lui laisser un petit peu de temps pour s'y faire et montrer qu'il est capable de bien mieux que ça, parce qu'on le sait qu'il en est capable et qu'il a tout le potentiel pour être un joueur incontournable non seulement des Raptors et potentiellement de la Ligue dans les années à venir. Compliqué encore une fois, hein, à juger une saison comme ça aussi particulière. On n'est jamais à l'aise pour en tirer des conclusions. Oui, c'est sûr que voilà, fin de saison très très compliquée. Voilà, on est toujours déçu et on se dit que s'il avait été un tant soit peu meilleur, on aurait sûrement pu passer ne serait-ce que les Celtics. Voilà. Après, je pense j'ai mis 14 parce qu'il faut pas oublier qu'en début de saison, il nous fait un début de saison mais monstrueux en fait. Donc voilà, on sait très bien que c'est toujours la fin de saison qui compte le plus, évidemment. Mais je pense que pour un joueur qui l'été dernier, on lui dit en fait, c'est tombé dans le franchise player. Je pense que c'est un joueur qui s'est quand même vachement bien adapté. Enfin, faut rappeler un petit peu le parcours du bonhomme, quoi. Alors, 26 ans, ouais, on pourrait en demander un petit peu plus, surtout vu le contrat. Mais l'année dernière, cette saison, il était encore sous son contrat rookie, si je me trompe pas. Donc du coup, on va dire qu'on a eu finalement ce qu'on devait avoir financièrement.
C'est à partir de l'année prochaine où vraiment on pourra être beaucoup plus critique. On pourra vraiment dire voilà, ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué s'il continue sur la même lancée. Voilà, on rappelle un joueur drafté qui était annoncé par ESPN, pas aussi bon que Deyonta Davis. Enfin, voilà, pour donner un petit peu l'espérance de vie que donnait ESPN à Siakam dans la ligue. Finalement, le mec s'impose en 905 avec les Raptors, enfin l'équipe de G-League des Raptors. Puis ensuite vient, voilà, il gagne la G-League, il arrive dans l'équipe, il tente d'accrocher le fameux poste 4 qui nous a fait du mal pendant très longtemps. Personne ne savait qui allait jouer à cette place-là. On arrive à le faire jouer. Il se développe, il prend du volume de jeu, autant défensivement qu'offensivement. Puis voilà, puis d'un coup, il devient un joueur exceptionnel. MIP la saison avec Léonard, champion. Puis là, d'un coup, on lui dit bon, voilà, maintenant c'est toi le patron. Je pense qu'il faut aussi un sas de décompression. Je pense que il a besoin aussi de souffler un petit peu et que cette saison, la pression l'a un petit peu broyé. Mais je pense qu'il faut aussi, faut pas lui retirer les moments où il a été très 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 fort. Voilà. Donc je pense que malheureusement la bulle lui a fait du mal, mais que voilà, 14, je pense que c'est un bon équilibre pour aussi louer ses mérites sur la saison. Parfait, je vais donner un peu mon analyse de comment je vois un peu cette baisse de niveau de Siakam. Déjà, j'ai mis 14 parce qu'il faut pas lui enlever que défensivement, il a été l'un des meilleurs Raptors malgré tout pendant la bulle. De toute façon, pour moi, la série face à Boston, on la perd pas en défense, on la perd en attaque. D'une par le fait que Nick Nurse n'a pas réussi à s'adapter à la défense de Brad Stevens, et de deux, par le fait que Pascal Siakam n'a pas été à son niveau en attaque, et de très loin. Comme tu as dit, Victor, je pense que si Siakam était à son niveau, je demande même pas le niveau du début de saison qui l'a emmené au All-Star Game, mais ne serait-ce que le niveau, parce qu'il a un peu baissé de pied quand même sur la deuxième partie de saison, mais un Siakam à 18-20 points par match dans la série face à Boston, pour moi, Toronto passait. Je pense que tout simplement, c'est la coupure ça a complètement détruit son rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Siakam, il a une progression constante et linéaire pendant tout son début de carrière, et que c'est un gars qui bosse beaucoup et qui fait que ça. Et malheureusement, pendant 3 mois, il l'a dit lui-même, il n'a pas touché un ballon. Et quand tu es un joueur qui a commencé à jouer au basket très tard, les fondamentaux sont pas forcément ancrés en toi. Et si tu travailles pas, si tu joues pas au basket tous les jours, forcément, ça peut te quitter. Tout ce qui est touché, tout ce qui est finition. Et malheureusement, le peu de temps qu'il a eu avant de reprendre la saison et même les matchs de préparation, plus les matchs de classement, n'ont pas suffi à ce qu'il retrouve ce rythme et qu'il retrouve ce feeling du jeu. Et ça a donné ce que ça a donné, un Siakam qui ne se retrouvait plus en attaque. En fait, il avait les moves, mais ses finitions n'étaient pas là. Et des fois, il ratait pratiquement le plus facile souvent. Et du coup, voilà comment j'explique ça. Et moi, je suis pas inquiet sur le fait qu'il va retrouver un bon niveau de jeu. Après, le fait de se questionner si c'est un franchise player ou pas, je vais laisser ce débat à un autre podcast parce que c'est un autre débat et on invitera notre ami Étienne qui a un avis très tranché là-dessus, qui veut déjà transférer Pascal Siakam, qui ne veut plus de Siakam à Toronto. On l'invitera, on va en parler. Mais voilà, donc Siakam, bien sûr, déception. Il a pris lui aussi la responsabilité après l'échec face à Boston. Il est conscient qu'il n'a pas été au niveau qu'on l'attendait. Dans un contexte, comme vous l'avez tous dit, particulier, ce qui permet de donner le bénéfice du doute malgré tout. Et on va voir ce que ça va donner dès la reprise de la saison. Mais je n'en doute pas que Siakam, il va avoir bossé comme un malade et que de toute façon, on va au moins le retrouver au même niveau que ce qu'on l'avait vu avant la bulle. Ça, j'en suis persuadé. Après, on verra si c'est suffisant pour espérer aller plus loin. On va voir quelle équipe il va avoir autour de lui cette année. Et voilà, je laisse le débat du franchise player à peut-être notre ouverture de la saison prochaine qui devrait arriver bientôt parce que les choses vont vite. Mais voilà un peu mon analyse sur Siakam. On a fait le tour de toute l'équipe. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ou sinon, je pense qu'on est très bien. Je me permets juste d'ajouter un petit truc sur l'équipe en général. Je pense que ça a été très compliqué aussi. On a eu 16 de le répéter, de perdre 2 joueurs majeurs qui sont arrivés, qui se sont directement fondus dans l'effectif. C'était très compliqué.
vraiment d'ajuster. Alors, comme on a dit, hein, c'est sûr que recruter Stanley Johnson et Rondae Hollis Jefferson pour remplacer deux joueurs comme Leonard et Green, c'est compliqué. Mais je pense que la saison que nous ont fourni les Raptors, avec tout ce qui est autour, hein, avec le coaching de Nurse et le management de Masai et de Bobby aussi, hein, Webster, je pense que tout ça, ça ne peut que montrer que la franchise de Toronto est l'une des franchises les plus sûres et les plus, on va dire, les mieux construites actuellement et les plus fiables, les plus solides de NBA. Et je pense que ça aussi, ça va jouer dans la tête de beaucoup de joueurs qui vont être free agent cette année et l'année prochaine, dans l'optique de gagner et d'être dans un endroit voilà, où on sait très bien qu'il y a des franchises, elles peuvent paraître un petit peu solides, mais on n'est pas à l'abri d'un trade comme ça pour changer d'air, etc. On a bien vu qu'il y a des franchises qui ont explosé en vol. Voilà, maintenant, j'espère qu'on arrêtera un jour de considérer Toronto comme un petit marché. Je pense qu'aujourd'hui, Toronto a gagné sa place, non pas sa place de gros marché, hein, c'est pas encore un gros marché, mais j'espère qu'en tout cas, Toronto, on va dire que c'est au moins un marché fiable, un marché où les joueurs peuvent s'épanouir. Ouais, c'est sûr que c'est pas le climat le plus facile pour ceux qui ont passé leur carrière en Californie ou en Floride, c'est sûr, mais que voilà, je pense que cette équipe beaucoup de critiques ces années, mais qu'on a le droit aussi d'espérer de nos Raptors, mais que cette saison n'était finalement qu'une... Voilà, je pense que pendant 2 ans, là, en tout cas en plus avec le coronavirus, cette année et l'année prochaine, c'est la saison qui arrive, là, on va avoir 2 ans un petit peu compliqués, mais je trouve que passer 2 ans, enfin, quand je vois qu'on passe une première année où on finit deuxième de conférence et on considère que c'est une année compliquée, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui en NBA qui aimeraient passer des années compliquées en finissant deuxième de conférence et en allant en demi de conférence Est ou Ouest avec l'effectif aussi décrié que l'on avait. Donc voilà, je voulais faire un petit point et peut-être en revenir un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir voilà, un avis extérieur. C'est une très bonne conclusion de ta part, Victor. Eh bien, on va remercier tout le monde de nous avoir suivis pour cette saison 1 de Dino Talk. Cet épisode 16 marque la fin de notre saison 1. La saison 2 va vite redémarrer parce que là, beaucoup de choses arrivent. Free agency, draft, même la saison arrive très rapidement. La pré-saison est prévue pour début décembre, donc on va tout de suite rapidement enchaîner. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. Merci à toi, Max, merci Alex, merci Victor et à tous les autres qui ont participé à ce podcast. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures. Et comme on dit à chaque fin de podcast, let's go Raptors! Let's go Raptors! Let's go!